Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News épisode 36. Salut Adrien, comment tu vas? Salut Thomas, ça va? Très bien, très en forme, beaucoup de sujets intéressants à développer ce soir, et on est parti quand tu veux. C'est parti, écoutez, qu'est-ce qu'on fait dans Pop News? Pop News, c'est votre récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle avec des brèves, les news qu'il faut traiter vite fait bien fait, mais toujours bien fait quand même. Le point box-office avec Adrien, le gros sujet de la semaine qu'on a décidé de dédier au streaming versus le support physique. Est-ce que le streaming est en train de détruire le DVD et le Blu-ray? Évidemment, c'est une question rhétorique, mais c'est surtout, est-ce que nos usages ont changé et est-ce que le DVD va vraiment mourir, le Blu-ray va vraiment mourir ou pas? On en parlera tout à l'heure. Ensuite, les sorties de la semaine à venir avec mon radar des sorties, et puis deux petites recos avec un bouquin pour ma part et une série pour toi, avant de se quitter avant la semaine prochaine, bien entendu. Puisque c'est un récap hebdomadaire, ça veut dire que tous les mercredis sur les plateformes de podcast, vous nous avez dans vos oreilles, ou bien sur YouTube et Dailymotion, puisqu'on est disponible sur YouTube et Dailymotion, pour voir nos jolis minois, mais aussi les lundis à 20h30 sur twitch.tv/p0pnews, et tout au long de la semaine sur des formats verticaux avec la jolie voix d'Adrien, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. J'ai une question, tu crois qu'on récupérera un jour le Pop News de Twitch, le vrai P-O-P-N-E-W-S? J'y crois, mais le problème c'est que cette chaîne existe déjà, elle ne diffuse rien, et c'est ça qui me rend fou. Elle ne diffuse rien, mais on peut pas récupérer son mot-clé, et franchement ça me tue. Donc j'espère, un jour, mais pour ça il va falloir que vous vous abonniez fort à cette chaîne Twitch, donc allez-y. N'oubliez pas que vous pouvez participer à cette émission via des questions en participant à partir de 1 € sur notre page Ko-fi. Tout ça, ça se passe via le Discord, donc allez-y, c'est parti. On passe tout de suite sur la section brève, Adrien, puisque grosse annonce de casting autour des Fantastic Four, les 4 Fantastiques. Exactement, ça faisait longtemps qu'on en parlait dans l'émission et les rumeurs circulaient depuis plusieurs mois, mais Marvel a enfin mis fin aux spéculations en postant mercredi dernier, pour la Saint-Valentin, une affiche qui a dévoilé l'identité des nouveaux 4 Fantastiques qui vont intégrer pour la première fois le MCU avec une sortie prévue le 23 juillet 2025 en France. Donc je pense que tu diffuses l'affiche sur Twitch, sur YouTube et Dailymotion. Pour ceux qui sont en podcast, évidemment je vais vous donner les noms et on retrouve alors sur cette affiche de gauche à droite Ebon Moss-Backrack, Backrack, je sais pas trop comment on prononce son nom, c'est le cousin dans The Bear, excellente série The Bear, qui jouera Ben Grimm, alias La Chose. On trouve ensuite Joseph Quinn, qui lui jouera Johnny Storm, Joseph Quinn qu'on a vu dans Stranger Things, et qui jouera donc Johnny Storm, la Torche Humaine. On a ensuite Vanessa Kirby, qui était très récemment dans Napoléon, qui jouera sa sœur, Sue Storm, alias la Femme Invisible. Et enfin, Pedro Pascal, qui lui sera son époux Reed Richards, alias Mr. Fantastic, le leader des 4 Fantastiques. Donc c'est quand même une très belle annonce. Une annonce qui est surprise sans être surprise, parce que finalement, en fait, ces rumeurs, comme je l'ai dit, circulaient depuis un bout de temps. Et pour une fois, c'était exactement le casting qu'on attendait, au mot près, au nom près. Cette affiche est aussi intéressante parce qu'elle dévoile autre chose. On apprend, grâce à cette affiche et son style rétro, que l'action se déroulera probablement pas à notre époque, mais plutôt dans les années 60. Chose plutôt intéressante parce que les 4 Fantastiques ont été lancés en comics dans les années 60. Et les fans, on les connaît, sont allés encore plus loin et ont décrypté chaque pixel de cette affiche et ont repéré que l'exemplaire du magazine Life qui est lu par Ben Grimm sur cette affiche a le président Lyndon Johnson en couverture. En fait, c'est un numéro de Life qui a vraiment existé et qui date de décembre 1963. Donc on peut s'attendre à ce que l'action se déroule très exactement en décembre 1963. C'est plutôt cool. Je trouve que c'est très malin de la part de Marvel de tenter autre chose, de le ramener ça dans le passé. Et puis le casting est juste fou furieux en fait. Enfin, c'est un beau casting qu'on n'a pas eu depuis très longtemps dans un film du MCU. Et moi je suis hypé vraiment à fond, même si on peut toujours se dire que Pedro Pascal est dans trop de choses en ce moment. Il est littéralement partout. Mais il est plus dans Mandalorian, donc ça va. Il est plus dans Mandalorian, mais techniquement, on pense que c'est lui sous le casque du Mandalorian. Donc en fait, il y a un truc qui est un peu bizarre avec cet acteur qui marche toujours, en tout cas pour moi. Je me suis pas encore lassé de Pedro Pascal. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en Reed Richards. Je croise les doigts pour que Pedro Pascal ne soit pas le nouveau Chris Pratt.
Je pense Parce pas. que moi, Chris Pratt, je n'en peux plus. Bah pareil, mais les gens n'en peuvent plus de Chris Pratt. Ça y est, Ouais. les gens sont passés à autre chose. Pedro Pascal, très honnêtement, c'est mon avis vraiment totalement perso et au-dessus niveau acting Oh bah bien sûr, de Chris Pratt. évidemment. Bon, voilà. En tout cas, la news est très cool. Et, Ouais, ouais. et donc, alors, c'est une news évidemment très officielle. Il y a aussi une partie rumeur pour les 4 Fantastiques, et On se frotte notamment les mains. sur le méchant des 4 Fantastiques, qui apparemment, selon Jeff Snyder de The Insnyder, qui est son propre média, rapporte que Marvel est actuellement en train de sécuriser Javier Bardem pour le rôle de Galactus. Galactus, qui est quand même le méchant ultime des 4 Fantastiques, après Doctor Doom, alias Doctor Fatalis en français, mais ce serait pas déconnant d'avoir Galactus. Donc ça, c'est une news qui serait quand même assez dingue aussi, d'avoir un acteur comme Javier Bardem en grand méchant des 4 Fantastiques. Et au-delà de ça, apparemment Marvel serait aussi en train de rechercher un acteur pour jouer le Surfeur d'Argent, qui est aussi l'un des héros, anti-héros, méchants, pas vraiment, voilà, pour ceux qui connaissent les comics, des 4 Fantastiques, et qui a d'ailleurs été apparu dans les 4 Fantastiques et Le Surfeur d'Argent, le deuxième film adapté des aventures des 4 Fantastiques à l'époque, avec Jessica Alba et Chris Evans, qui aujourd'hui est devenu Captain America. Il est vrai. On a tendance à l'oublier, hein, mais les 4 Fantastiques, on a déjà eu 3 films. Hein, un premier film dans les années 2000 et sa suite, avec Jessica Alba bien entendu, et puis ensuite le reboot. Bon, ça s'était très mal passé. Et on a déjà eu 2 fois Docteur Fatalis. Donc c'est une bonne idée, je trouve, d'y aller sur Galactus. Galactus, le dévoreur de monde. Alors, ça, par contre, en termes de menaces, on est vraiment très élevé quand même. Hein, sur, ouais. Bah, c'est plus qu'un Thanos, hein, techniquement. Hein. C'est plus fort. Pour moi, c'est l'un des plus grands méchants de Marvel. Et oui, si vous n'avez pas vu le reboot des 4 Fantastiques qui était sorti en 2015, dans mes souvenirs, c'est une énorme daube. Mais vraiment. Pourtant, le casting était super. On avait Miles Teller, on avait Michael B. Jordan, etc. C'était super, mais franchement, c'est immonde comme produit. Quoi. Voilà, ne le regardez pas. Si, avec une petite curiosité morbide. Oui, un peu. Mais bon, voilà, on passe d'un truc très coloré à un truc très sombre et c'était très étrange. Donc, en tout cas, hâte de voir ce que va faire Marvel, le MCU, avec les 4 Fantastiques, qui sont finalement les héros les plus connus et les plus importants après les X-Men, ou avant les X-Men, de l'écurie Marvel. À mentionner aussi d'ailleurs, affrontement frontal avec Superman Legacy de James Gunn l'an prochain, puisque les 2 sortent au mois de juillet, fin juillet, donc ça va être un carnage en termes de box-office a priori l'an prochain. Move très intéressant de Marvel, hein, d'avoir fait ça, de le sortir le même mois que le nouveau Superman. Intéressant. C'est l'heure de la Gazette Star Wars, oui, c'est le nouveau rendez-vous toutes les semaines. Puisqu'on a une rumeur assez insistante et plus ou moins confirmée par un certain nombre d'insiders du côté du gaming, puisqu'il se pourrait qu'un nouveau jeu Star Wars en vue subjective, donc en FPS, soit développé en ce moment même par Respawn Entertainment, qui sont derrière notamment Titanfall, mais ce sont eux aussi qui ont fait les derniers Star Wars, Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Et donc ils seraient en train de développer un jeu Star Wars en vue subjective, dans lequel on jouerait un chasseur de primes mandalorien durant la période où l'Empire Galactique domine, donc on imagine grosso modo aux alentours de l'épisode 5. On nous annonce que le jeu devrait être très rythmé et avoir un focus très particulier sur la rapidité du gameplay, notamment avec l'utilisation du jetpack. Il y aura des gadgets de Mandalorian, etc. Et alors honnêtement, moi quand je vois rapidité, je pense vraiment Titanfall, puisque c'était vraiment un jeu qui allait un petit peu dans tous les sens, qui était très rapide, qui te permettait de monter au mur, etc. Et moi ça fonctionnerait très bien avec ce genre de gameplay. Titanfall 2 est l'un des meilleurs FPS de ces dernières années, qui a été boudé et qui est super. Rejouez-y aujourd'hui, il est encore incroyable, comme tu l'as dit. Il y a une vélocité, il y a une rapidité d'action et de gameplay qui ne bouge pas. C'est maîtrisé de A à Z. Et si ils nous font un Mandalorian version jeu vidéo comme ça, c'est fou. Et en ce moment, ils sont aussi sur Apex Legends, qui marche très très bien et qui est aussi ultra rapide, qui est un fast FPS en Battle Royale. Marche très très bien. Donc on ne sait pas si le jeu sera plutôt solo ou plutôt multijoueur, mais ce qu'on sait en revanche, a priori ce sera solo. Star Wars Story, non, on n'espère pas. Ce sera plutôt des niveaux linéaires sur plusieurs planètes de l'univers Star Wars, où l'objectif ça va être de capturer ou de tuer certaines cibles en tant que chasseur de primes. Donc honnêtement, je suis très très chaud.
si ça se confirme. Deuxième news, et ce sera la dernière de cette gazette Star Wars, c'est Samuel L. Jackson qui en ce moment fait un petit peu la tournée des différents médias et qui s'est exprimé auprès d'Empire au sujet d'une potentielle série Disney Plus autour de Mace Windu. Donc, Mace Windu, c'est un personnage, un Jedi, avec le fameux sabre laser violet dont tu nous as compté les mérites dans un de tes shorts, qui disparaît dans des circonstances un petit peu étonnantes à la fin de Star Wars La Revanche des Sith, donc l'épisode 3, mais on ne le voit pas expressément mourir, ce Mace Windu. Donc on lui pose la question, est-ce qu'il est mort et est-ce qu'il pourrait réapparaître dans une future série Disney+, et sa réponse, en gueulant, hein, évidemment, en tant que Samuel L. Jackson, c'est non, il est pas mort. Et que lui, il aimerait carrément jouer dans une série autour de Mace Windu sur Disney+. Évidemment, tout ça n'a rien d'officiel, et c'est évidemment pour choper un joli cachet de Disney+, qu'on l'imagine, mais tout ça pour dire que Samuel L. Jackson, lui, la porte est grande ouverte, et il aimerait bien rejouer ce personnage qu'il incarnait, de mémoire, dès La Menace Fantôme, donc dans les 3 films de la prélogie, tout simplement. Tout à fait. Pourquoi pas ? Après, avec son sabre laser gravé Bad Motherfucker, bien sûr. Incroyable. Voilà. Le sabre laser, magique. Mais bon, est-ce que le personnage est si intéressant que ça ? Peut-être pas. Et au-delà de ça, Disney a pas l'air de vouloir justement faire des suites sur suite. Là, ils ont tout intérêt à arrêter. C'est ce que dit plutôt Bob Iger, le PDG, depuis quelques temps. Donc ça m'étonnerait qu'ils mettent en route une série Mace Windu. Exactement, allez, c'est la suite, toujours aux alentours des super-héros, Adrien, puisque des rumeurs autour de Spider-Man noir. Ouais, alors Spider-Man noir, rappelez-vous, c'est le Spider-Man qui apparaît dans Into the Spider-Verse, qui fait une toute petite apparition, je crois, dans Cross the Spider-Verse aussi. Oui, je crois. Et qui est doublé par Nicolas Cage en VO. Incroyable personnage qui vit dans un univers en noir et blanc de Spider-Man, qui est super, qui est drôle, qui est décalé. Et apparemment... Marvel, Sony aimerait bien en faire un film en live action et Spider-Man noir serait en discussion sérieuse au point que Nicolas Cage pourrait reprendre son rôle en fait de Spider-Man noir en live action pour jouer en fait ce Spider-Man des années 30, un peu polar, film noir. Pour l'instant, rien n'est vraiment officiel, mais on sait que Sony a dans l'idée de développer des live action à terme, sûrement après la diffusion de Beyond the Spider-Verse, qui sera le dernier film animé de Miles Morales. Donc pourquoi pas ? Moi, ça me botterait bien d'avoir un Spider-Man très différent, radicalement différent de ce qu'on peut avoir d'habitude. Ce serait une petite bouffée d'air frais par rapport à Peter Parker et même à Miles Morales, qui a toujours pas eu le droit finalement à son live action. Donc pourquoi pas ? Ouais, écoute, pourquoi pas. Et puis Nicolas Cage... J'ai toujours une petite sensibilité particulière pour cet homme. Donc, regardez dans n'importe quoi, Nicolas. Exactement. Je passe à la suite avec le biopic sur Michael Jackson, qui est en ce moment en train d'être tourné sous la caméra d'Antoine Fuqua et qui a laissé une première image officielle de Jafar Jackson dans le rôle titre, puisque le titre du film c'est juste Michael. Il devrait sortir le 18 avril 2025 aux États-Unis, et c'est Jafar Jackson, donc le neveu de Michael Jackson, qui joue le rôle titre. Il faut savoir que c'est le fils de Jermaine Jackson, le frère donc de Michael, et qui va du coup incarner le roi de la pop dans sa version adulte, puisqu'on va avoir une version jeune et une version adulte de Michael Jackson dans le film, avec Miles Teller notamment dans le rôle de l'avocat John Branca, et Coleman Domingo, que vous avez vu dans Fear the Walking Dead notamment, qui va jouer Joe Jackson, qui me semble-t-il est son père, tout simplement. Le tournage a débuté fin janvier, et donc devrait se poursuivre. Il aurait dû commencer son tournage à la mi-juin de mémoire 2023, puis avait été évidemment décalé par les grèves que l'on connaît. Donc, bon, compliqué hein, ce biopic, puisque la personnalité est très controversée et va très probablement éluder un certain nombre de choses dont il est accusé. Donc, bon, à voir ce que ça va donner et dans quel climat il va sortir aussi. Mais on voulait vous en parler, puisque très honnêtement, quand tu regardes la photo, tu te dis, il y a quand même quelque chose. Hein. Ouais, c'est assez fou. Ça rappelle un petit peu la photo qu'on avait eue de Rami Malek à l'époque pour
Bohemian Rhapsody où il ressemblait vraiment comme 2 gouttes d'eau à Freddie Mercury. Là, il y a un peu de ça. Après, il faut le voir en image, en action, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant, la ressemblance physique. Est-ce que le film sera bien? Ça, c'est autre chose. On jugera sur pièce, encore une fois. Et comme tu l'as dit, oui, c'est un biopic compliqué. Je pense qu'il fera débat dans même pas que les médias spécialisés. C'est sûr et certain. On est bien d'accord. Mais voilà, il faut en parler quand même. C'est un film qui aura son importance. Parlons un petit peu jeux vidéo, Adrien, puisqu'on a de nouvelles rumeurs autour de la Nintendo Switch 2. Ouais, exactement. Alors, qui ne s'appelle pas encore la Switch 2, mais évidemment, on l'appelle un peu comme ça parce que ça paraît peut-être logique que Nintendo poursuive sur cette lancée avec la Switch. Selon le journaliste Pedro Henrique, la prochaine console de Nintendo pourrait être lancée en fait début 2025, en tout cas au premier trimestre 2025, d'après ses dires, parce qu'en fait, il aurait reçu l'information de 5 sources distinctes qui annoncent que Nintendo veut lancer sa nouvelle console en début d'année prochaine. De son côté, Eurogamer rapporte avoir entendu des murmures similaires en fait par des sources de l'industrie cette semaine aussi, même s'ils n'ont pas pu corroborer avec Nintendo en direct. Nintendo n'a toujours pas parlé. VGC, qui est un site important aussi de jeux vidéo, a entendu pareil de multiples sources selon lesquelles Nintendo aurait informé les éditeurs, donc tout ce qui est Ubisoft, et d'autres éditeurs tiers, que sa prochaine console sera désormais lancée au premier trimestre 2025. Donc voilà, tout ça, ça bouge. On sait qu'il y a des grosses rumeurs qui enflent depuis un bout de temps. Il y a de fortes chances que Nintendo fasse une annonce d'ici l'été, je pense. Peut-être avant, même bien avant, ça se trouve, pour annoncer sa nouvelle console. Et on rappelle que la Switch, la première Switch, est sortie en 2017 déjà. Elle est sortie de mémoire en mars 2017. Oui, donc elle a quand même fait un bon bout de temps. Bien sûr. Et ça fait 7 ans là, qu'elle est. Ça fera 8 du coup au moment de sa sortie. Ça fera 8 en 2025 bien sûr, mais là ça fait déjà 7 ans. Ouais, ce qui est une très bonne durée de vie pour une console. C'est même assez long pour une console toujours en activité. Donc ces rumeurs sont à prendre évidemment avec des pincettes, mais on vous en reparlera sûrement d'ici très peu de temps avec une annonce officielle de Nintendo. Voilà. Ouais. Bah, tout ça, évidemment, ça rend curieux. Qu'est-ce qu'ils vont choisir, en fait, sur l'axe de cette console? On imagine qu'il y aura toujours un côté hybride portable et console de salon, mais est-ce qu'ils vont choisir faire le choix de la puissance, de plus de puissance? Est-ce qu'ils vont choisir d'avoir simplement une plus grosse batterie? C'est tout à fait ce genre de choses qu'ils sont capables de faire, hein, Nintendo. Bien souvent, ils prennent le marché à contre-pied, donc moi je suis vraiment très curieux de ce qu'ils vont faire sur la Nintendo Switch 2. On va voir, évidemment, et on restera très curieux et à l'écoute, bien entendu. Tout à fait. On est toujours très à l'écoute aussi de ce qui va se passer autour de la licence Donjons et Dragons, qui a eu une année assez intéressante, comme je vous le disais l'an dernier quand on faisait notre récap de l'année 2023. Je vous disais que Donjons et Dragons, il y avait eu le très très bon avec Baldur's Gate 3, puisque ça s'est balancé comme des petits pains, et c'est incroyable, comme Adrien pourra le confirmer désormais, puisqu'il est accro en fait à ce jeu. Oui, un petit peu. Comme tu veux. Je suis même bien plus loin que toi. Oui, clairement, t'es bien plus loin que moi maintenant. Ouais. Et il y a eu le moins bon, puisqu'il y a eu un four en fait sur Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, le film qui est sorti au mois d'avril, et au final on s'était dit en fait ils vont pas sortir de suite, il y aura pas de suite malheureusement à ce film. Et en fait, le PDG d'Hasbro, qui s'appelle Chris Cox, s'est exprimé sur le futur de la licence dans un fameux appel aux actionnaires ces derniers temps, et il a rappelé qu'il y a un projet de série en streaming sur Paramount+, qui est toujours dans les cartons, et qui avait été annoncé avant la sortie de l'honneur des voleurs. Donc ça, il a réitéré le fait que c'est en train de se faire, c'est toujours en développement, c'est toujours prévu pour 8 épisodes, c'est toujours showrunné par Drew Crevello, que personnellement je connais pas spécialement, et voilà. Mais c'est surtout que, en fait, il reste relativement ouvert à une potentielle suite au cinéma. C'est le cas de Brian Robbins, qui est le PDG de Paramount, donc qui a sorti l'honneur des voleurs. Il est ouvert à l'idée, lui, mais il faut que la suite ait un budget plus raisonnable, pour ça rentre dans ses frais, tout simplement. Et on vous en avait parlé en fin d'année dernière. Chris Pine, lui, il est assez confiant que ça puisse arriver. Il a entendu des rumeurs à ce sujet, mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Et honnêtement, si on peut continuer à adapter cette licence et à continuer à la faire fructifier et à faire en sorte que les produits
soit intéressant comme celui qu'on a vu dans l'Honneur des voleurs, honnêtement, moi je suis chaud en fait de voir ce qu'ils sont capables de faire. Donc déjà voilà, la série sur Paramount+, on attend de voir. Hein, pour l'instant, en dehors de ce que nous dit le PDG d'Hasbro, il n'y a pas grand-chose. Donc on espère que ça va sortir de terre, et puis surtout, s'il y a une suite avec Chris Pine et le casting original, on va être très curieux. Carrément. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure de Baldur's Gate 3, c'est marrant parce que j'ai vu Donjons et Dragons avant de jouer à Baldur's Gate 3, et là j'ai très envie de revoir Donjons et Dragons parce que j'ai tout le lore en fait, j'ai beaucoup plus de choses, tu vois, mais c'est ça qui est bien avec ce film, c'est qu'il marchait aussi très bien sur moi alors que je connaissais un peu mais sans plus Donjons et Dragons, et je pense que là je vais le kiffer 2 fois plus si je le revois en ayant toutes les petites rêves à droite à gauche. C'est sûr, complètement. J'espère vraiment que ça va se faire. Ouais, et donc pour le four, Armel nous pose la question dans le chat sur Twitch. C'est pyrolyse, tu le mets sur pyrolyse et ensuite tu le mets à 320 et après c'est bon. C'est un sort dans Baldur's Gate, c'est ça? Oui, tu fais un jet de D plus 4, je suis nul. Donc c'est 150 millions de dollars de budget pour 208 millions de recettes dans le monde, donc c'est vraiment pas assez pour se rentabiliser. Thermostat 7, effectivement, la pyrolyse. Voilà pour Donjons et Dragons, et on va terminer avec une dernière news cette semaine dans cette section bref, puisqu'on a eu un premier trailer de la série animée X-Men 97. Ouais, c'était annoncé depuis quelques temps et ça y est, on a enfin le trailer de la série animée 30 ans plus tard. C'est la suite directe de la série animée X-Men 97. Pour rappel, c'est le 20 septembre 1997 qui était diffusé le dernier épisode de X-Men, la série animée. C'était l'épisode 14 de la saison 5 dans lequel Charles Xavier, en fait, partait ailleurs, et c'était un peu la fin des mutants, et ça se terminait là-dessus, donc les gens étaient un peu tristes, mais bon, ils sont passés à autre chose depuis, évidemment. C'était il y a quand même un bout de temps. 1997, c'était une autre époque. Oh là là, j'étais si petit. Oh, moi aussi, voilà. Et je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'étaient peut-être pas nés. Oui, voilà, certainement. On les embrasse d'ailleurs. On les embrasse. Merci d'être là. Voilà, les Gen Z, et donc voilà, donc le trailer nous ramène en fait juste après la fin de cet épisode, dans lequel on apprend que Charles Xavier a tout légué à Magneto dans son testament, ce qui fait que ça fout un petit peu le bordel, évidemment, du côté des X-Men, qui sont aujourd'hui dirigés par Cyclope, qui a pris le relais. C'est désormais Cyclope qui a les commandes, et on retrouve évidemment Wolverine, Jubilee, et puis Jean Grey, etc. Donc tous les grands X-Men de l'époque, colorés comme jamais. Ça reprend le style graphique évidemment des X-Men de la série animée X-Men 97. C'est une série qui sortira sur Disney+ le mercredi 20 mars, et je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner. J'étais pas du tout fan de la série animée X-Men 97. Je me la referais bien d'ailleurs si Disney les met à dispo. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Voilà. Et tiens, ça nous amènera sur notre gros sujet tout à l'heure de la disponibilité des œuvres ou pas. Et voilà, tout ça pour dire que regardez le trailer qui donne plutôt envie, et puis ça fait toujours du bien de retrouver les X-Men. J'aime bien ces héros. C'est cool. X-Men, avec moi. Avec moi. Mes X-Men. Avec moi. Très cool. Et c'est la fin de notre section brève pour cette semaine. Les X-Men, bien sûr, on en reparlera dans le radar des sorties fin mars. Donc, c'est l'heure de ton point box-office, Adrien. Exactement, point box-office, c'est encore une fois assez fourni. Et je commence par Madame Web, qui fait évidemment un débat, je suis pas sûr, en fait, tout le monde aime cracher sur ce film. Je l'ai pas vu encore, voilà, donc je vais juste... J'ai pas envie. Je suis par curiosité, faut pas, je sais pas. Oui, sauf que moi je paye vraiment mes places de cinéma, donc maintenant je sélectionne vraiment ce que je vais voir. C'est vrai quand on me dit que c'est de la daube, moi j'y vais plus, c'est bon. C'est vrai que ça fait mal. Mais apparemment, tous ceux qui l'ont vu disent que c'est une énorme daube, mais qu'on passe pas un mauvais moment. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est un plaisir coupable, un peu genre, c'est nul, c'est mal monté, c'est mal joué, c'est mal rythmé, mais... pourquoi pas, tu vois, ça peut être rigolo. Donc, Madame Web, qui fait un démarrage très décevant, qui cumule juste 49 millions de dollars de recettes dans le monde, au terme de son premier week-end sur 62 territoires, et c'est seulement 25 millions aux USA. Donc c'est un énorme four de la part de Sony. Rappelons un petit truc aussi côté coulisses, c'est qu'à chaque fois, ça revient sur les réseaux sociaux, toute la communication autour du film, et notamment les interviews de Dakota Johnson et à minima celle de Sydney Sweeney. En fait, à chaque fois, on se rend compte que Dakota Johnson n'avait pas capté qu'elle n'était pas dans un Marvel du MCU, mais dans un film Marvel de Sony, en fait. Mais nul, le Sonyverse, c'est nul, en fait. C'est le Sonyverse, c'est Venom 1 et 2, c'est Morbius,
plus, etc. Et c'est trop drôle, à chaque fois, elle fait la choquée, elle fait ah oui, c'est vrai, en fait, maintenant que vous le dites, c'est vrai que c'est pas la même chose, quoi. C'est comme ça qu'ils l'ont chopé, en fait. Et c'est comme ça qu'ils l'ont chopé, mais tu te dis, mais achetez-vous des agents, quoi. Vous avez pas des agents à Hollywood, et même ouvrez juste un site web et vous allez voir ce que c'est, ce film. Enfin, c'est fou, quoi. Moi, ça me dépasse un petit peu, quoi. Mais bon, voilà. Donc Manawem, ça commence très très mal. Un film, par contre, qui commence très très bien, c'est Bob Marley One Love, le biopic sur le chanteur qui réalise le meilleur démarrage de 2024 en France, avec 655 000 entrées, dont 52 000 en avant-première. C'est énorme. C'est énormissime. C'est ouf. Ouais, les gens sont hypés de ouf sur le biopic de Bob Marley. Ça marche très très bien. Franchement, je suis très curieux de voir jusqu'où il va aller parce qu'il y a des chances qu'il dépasse au moins les 2, 3, 4 millions peut-être. Je sais pas trop, mais ça va être assez fou. Je poursuis avec le film Sans jamais nous connaître, le film indépendant, dans lequel on retrouve Paul Mescal qui est vraiment devenu superstar aussi de l'indé, avec After Sun, qui sera prochainement à l'affiche de Gladiator 2 de Ridley Scott. On retrouve donc dans le film Sans jamais nous connaître Paul Mescal et aussi Andrew Scott qui jouait dans Sherlock, qui jouait le méchant Moriarty, et qui joue aussi le prêtre dans Fleabag, incroyable rôle dans cette série. Sans jamais nous connaître, qui lui démarre tranquillement avec 10 317 entrées pour son premier jour en France. Avec les avant-premières, on arrive à 13 000 entrées. C'est pas déconnant pour un film indé, et voilà, c'est pas des superstars chez nous non plus, donc voilà, mais ça fait plutôt plaisir. Le film a l'air bien, je suis curieux de le voir, et voilà pour Sans jamais nous connaître. Bon, alors, autre film, genre totalement différent, avec Chien et Chat. Nouveau film de la bande à Fifi de Philippe Lachaud, film réalisé par Rim Kéressi. Bon, voilà, Chien et Chat, qui est une grosse comédie potache avec Franck Dubosc, Philippe Lachaud et Rim Kéressi. Ça va cartonner, ça. Par contre, oui, il commence déjà à faire un beau carton avec 41 000 entrées pour son premier jour. Et le cumul avec les avant-premières l'amène à 80 000 entrées. On sait que Philippe Lachaud est très fort en avant-première et qu'il fait toujours des grosses tournées en France. Ça lui a permis de doubler les entrées du premier jour grâce à ça, donc très très fort. Quasiment 100 000 le premier jour. C'est respect, c'est pas mal du tout, quoi. Je continue avec Cocorico, pareil, comédie française dont je parlais la semaine dernière avec Didier Bourdon et Christian Clavier, qui est en tête du classement avec un très bon lancement et l'un des meilleurs démarrages. C'était juste avant Bob Marley avec 584 000 entrées pour sa première semaine, donc il est juste en dessous de Bob Marley, et c'est déjà énormissime aussi, quoi. Dali de Quentin Dupieux avec Edouard Baird et Jonathan Cohen, qui lui arrive avec 209 000 entrées. C'est le meilleur lancement pour un film de Quentin Dupieux, c'est énorme, 209 000 entrées pour un Quentin Dupieux. Faut vraiment se dire que c'est du cinéma absurde, et en fait c'est grâce à ses stars qu'il a réussi à ramener, et une bonne communication. Bien sûr. Mais c'est quand même assez impressionnant. Je pense, encore une fois, je le disais je crois l'autre fois, que le film va un peu se casser la gueule avec le bouche à oreille, parce que ça marchera pas des masses. C'est pas un film fait pour tout le monde, contrairement à Yannick qui était sorti cet été. Je continue avec le film Tout sauf toi, qui là est une très belle surprise en fait du cinéma américain. C'est une comédie romantique portée par Sydney Sweeney et Glenn Powell. Alors j'ai appris ça, adapté très librement de Beaucoup de bruit pour rien de William Shakespeare. Pardon. Voilà. Je n'ai toujours pas vu le film aussi, et apparemment pendant tout le film, il y a énormément de références à Beaucoup de bruit pour rien de William Shakespeare. Et donc, en fait, il y a des gros titres qui ont sorti. C'est la première fois qu'un film dépasse 100 millions de dollars pour une adaptation de William Shakespeare. Et tu fais une adaptation très libre quand même. Je n'ai pas vu le film, mais ça me paraît quand même un peu fort de café. Mais bon, voilà. Mais toujours est-il que le film cartonne. Donc, il a dépassé les 100 millions de dollars de recettes dans le monde. Et il est à 116 000 entrées en France, ce qui est par contre une petite baisse quand même pour le film de comédie romantique avec Glenn Powell, parce que c'est une baisse de 68% entre 2 semaines, ce qui est quand même un peu une chute libre. On continue avec Dune, que j'aime beaucoup, j'adore Dune. Je sais pas si je t'avais déjà dit Dune, Dune 1 notamment, c'est un film super, qui est ressorti au cinéma. Là en 2024, et qui fait quand même, juste pour une ressortie, 78 000 entrées en France, ce qui est pas mal du tout quand même. Enfin, ça veut dire que les gens attendent Dune 2 et retournent voir Dune 1 parce qu'ils ont rien compris, ou peut-être qu'ils s'étaient endormis à l'époque. Je vais pas leur en vouloir, voilà, de vouloir revoir un film parce qu'ils avaient regardé la montre et qu'ils avaient ronflé, peut-être qu'ils aiment beaucoup les pubs de parfum. Peut-être qu'ils aiment beaucoup les pubs exactement de Zendaya dans le film. On continue avec Argyle, qui lui en France est en 5e place avec 125 000 entrées, qui lui par contre connaît une hausse par rapport à la semaine précédente de 43%. Donc là le bouche à oreille fonctionne pour Argyle. Par contre dans le monde c'est compliqué, et c'est vrai que là ça reste un four
un four pour le film de Matthew Vaughn, porté par Henry Cavill. Et je termine par la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui lui franchit déjà la barre des 500 000 entrées en 3e semaine, avec un chiffre précis de 502 573 entrées. Pour un film aussi... avec un sujet aussi difficile, et c'est quand même... et un parti pris justement du hors-champ, c'est quand même plutôt très très solide comme box-office. Et voilà pour mon point box-office de la semaine, qui était un peu long, désolé. Magnifique. Écoute, moi je kiffe toujours. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ça qui est important. Moi aussi je peux te régaler, je te régale. On s'en régale. Écoute, c'est le moment de vous régaler avec un super gros sujet. Cette semaine, avec beaucoup de choses à dire, puisqu'on a décidé de le dédier au support physique versus le streaming. Est-ce que le streaming est en train de détruire les Blu-ray et les DVD? Je pense que la question, elle est un peu vite répondue, comme dirait l'autre, et pourtant, le DVD, le Blu-ray continue à se maintenir quand même dans les étals de nos Fnac, de nos grands magasins, de nos Carrefour, de nos Leclerc. Il y a toujours du DVD. Le problème, c'est que les usages, évidemment, ont changé. Alors, on est un petit peu allé se renseigner sur la part, désormais, du digital versus le Blu-ray, versus le streaming. Et j'ai vu quelques chiffres intéressants. Par exemple, en 2017, le support physique, ça pesait presque 15 millions de dollars en 2017. En 2021, c'est plus que 6,5 millions de dollars, donc on est descendu de moitié en 4 ans. Et à l'inverse, le digital, du coup, est passé de 28 millions à 72 millions en 4 ans. Donc évidemment, on a une part quasiment c'est presque triplé en fait du côté du digital. Donc le digital, c'est évidemment la VOD à l'acte, mais c'est aussi la VOD par abonnement. Évidemment, on va toujours faire en sorte de mettre en comparaison Netflix et les autres services de streaming et le support physique. Moi, il y a un truc qui m'a frappé récemment. Je suis allé dans une Fnac, évidemment, pour faire mes courses de Noël, puisque voilà, il faut quand même que j'aille sélectionner pour le Père Noël ce que je vais demander, bien entendu. Hein. Voilà, on embrasse la Gen Z, non, je rigole. Mais et évidemment, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait quasiment plus de rayons DVD. Ouais, c'est vrai. Alors, évidemment, il y a plus de Blu-ray maintenant que de DVD, et encore, le DVD fait de la résistance, on en parlera. Mais ça m'a surpris, je me suis dit, mais attends, il y a plus de disques et de vinyles que de DVD dans ma Fnac, quoi. J'étais surpris, l'autre fois, pareil, je suis allé dans une Fnac, j'étais surpris du rayon vinyle. Ouais. Gigantesque. Je l'ai trouvé gigantesque. Mais à une époque, il n'y en avait pas. À une époque, c'était genre un bac où tu avais 20 vinyles qui se couraient après. Et maintenant, c'est un rayon entier, mais vraiment énorme, hein, avec limite 2 vendeurs qui viennent te conseiller, quoi. Et tu fais, ok, donc en fait, ça n'a pas de rapport, évidemment, parce que là, on parle pas de l'industrie musicale, mais c'est vrai que tu sens qu'il y a des ponts. Il y a des ponts un peu, bien sûr, mais les tendances, des fois, vont changer, évoluer. Est-ce qu'on n'aura pas ça dans les années à venir, un retour en force du DVD et du produit physique? Moi, je pense que ça reviendra d'une certaine manière. Oui. Mais c'est vrai que c'est ultra intéressant comme sujet. On voulait vraiment en parler parce que et on en a parlé en filigrane des fois avec des news en fait dans l'émission, notamment Christopher Nolan qui défendait justement le produit physique. On avait parlé aussi par exemple de Willow qui a disparu de la plateforme Disney+, un film The Great Ivan, je crois, avec Bryan Cranston qui a disparu de Disney+ aussi, etc. C'est des films qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est ça. Des films qui ont été diffusés sur une plateforme et qui aujourd'hui n'existent plus, sauf si vous l'avez enregistré peut-être, je ne sais pas, et vraiment je parle d'un produit physique, hein, parce que sur les sites de streaming, etc., pour moi ça compte pas, c'est du digital aussi. Hein. Donc tout ça fait que, en fait oui, il y a des films qu'on ne voit pas, des séries qu'on ne voit pas, qu'on ne peut plus voir, et ce qui nous a vraiment donné envie de faire ce sujet ce soir, c'est une news qui a été sortie il y a très peu de temps, là, cette semaine, par rapport à 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, donc, qui est le premier film de la franchise de zombies et d'infectés avec Cillian Murphy, réalisé par Danny Boyle et écrit par Alex Garland, qui va d'ailleurs avoir droit à un 3e opus qui s'appellera 28 ans ou 28 années plus tard.
On fait Ce référence film, évidemment au Pop News il y a 2 semaines, donc n'hésitez pas à exactement. l'écouter. Écoutez-le dans vos oreilles. Et en fait, cette news nous dit que 28 jours plus tard, il n'est disponible sur aucune plateforme. Mhm. Genre, impossible de le trouver, que ce soit sur Netflix, Mhm. Prime Video, Disney+, ça peut être, je sais pas, même Apple, etc. Bon, c'est normal que ce soit pas sur Apple. Disponible nulle part. Et le Blu-ray est en rupture de stock. Mhm. Donc en fait, il n'y en a plus non plus. Mhm. C'est impossible de le trouver en Blu-ray. Et là, on se dit, attends, si vraiment je veux voir et me refaire le premier film, parce qu'en plus, il y a un troisième opus qui va sortir, je ne peux même pas le faire, quoi. Ça. Et là, et moi, ça m'arrive souvent quand je suis en train de regarder un film, par exemple. On peut être inspiré, je sais pas si ça te le fait de temps en temps. Tu regardes un truc sur une plateforme et tu te dis, ah, attends, c'est vrai que ça, c'est un film de Nolan. Tu dis il y a Tenet sur Netflix. Tu mais en fait ouais Tenet, ouais, sympa sans plus quoi. Enfin, par contre et le Prestige, vas-y j'ai envie de me refaire le Prestige ou Memento tu vois. Tu vas sur 3 plateformes, ils y sont pas. Et là tu fais putain je regarde ma DVD tech à côté de moi, je fais bah ouais mais j'aurais bien aimé la voir en fait là. Exactement. Là à ce moment-là j'aurais tellement voulu la voir et le mettre directement dans mon lecteur quoi. Et je complètement. C'est une question qui peut se poser évidemment plus largement aux gens qui nous écoutent sur Twitch, aux gens qui nous écoutent sur YouTube, sur Dailymotion. N'hésitez pas à commenter hein, vous. Quel est l'état de votre DVD tech? À une époque, on parlait d'une DVD tech. Les gens avaient eu des DVD tech chez eux, ils avaient ces grandes étagères Ikea où on rangeait des DVD, et bon, évidemment, à la faveur d'une offre à la Fnac ou ailleurs, tu payais, je sais pas moi, 5 DVD pour 30 € et tu rajoutais 5 DVD de plus dans ta DVD tech, et en général, t'étais content parce que tu les regardais, ou alors c'était vraiment l'envie de posséder ce film que t'aimes bien, etc. Ou alors de découvrir un film que t'avais encore jamais vu. Moi, je sais que c'est comme ça que ma DVD tech s'est vraiment étoffée. Et j'en suis le premier désespéré. En fait, même moi, je n'achète plus de DVD. Pareil. Parce que, quelque part, tu perds le réflexe. Il y a aussi l'indisponibilité d'un certain nombre de films ou de séries dans les étals en support physique. On peut parler par exemple des séries Netflix qui ne sortent jamais en support physique, ou alors c'est très rare. Je pense à Daredevil, je crois que Daredevil a eu des éditions physiques. Je crois aussi. Mais en dehors de ça, c'est quand même très rare. Alors House of Cards aussi a eu son édition physique, puisque j'en ai quelques-unes. Et c'était au tout début tout ça. C'est ça. Au tout début de la plateforme, c'était il y a 10 ans. Et maintenant, en fait, ça n'existe plus. On va quand même rappeler que Netflix, à la base, c'est le DVD. Hein. C'était un service de location de DVD où on t'envoyait le DVD et tu le renvoyais ensuite. Et puis, évidemment, il y a eu l'avènement du streaming. Et puis, bon, Netflix est devenu ce qu'il est devenu. En tuant en même temps Blockbuster, qui était son grand concurrent, qui lui a continué à faire de la location de DVD dans des magasins, et a fini par mettre la clé sous la porte. Bon, en France ça ne se fait plus, ou alors c'est très très rare, je pense évidemment aux quelques irréductibles qui sont encore à Paris notamment, sur la butte Montmartre et chez le vidéoclub de Combini dont j'ai oublié le nom. JM Vidéo, non, c'est pas ça? Voilà, donc ça c'est évidemment de plus en plus rare, et tu t'imagines que ça tend à plutôt péricliter, puisque les gens ont perdu l'habitude, mais quelque part il y a aussi les gens qui, tout à l'heure j'ai vu, qui ont encore un usage un peu fétichiste du support physique, c'est-à-dire que l'objet est plus important. Le fait de posséder la chose, d'avoir son habitude d'aller chercher dans un vidéoclub le DVD qui nous plaît, d'en parler peut-être même avec le gérant du vidéoclub, et revenir chez soi, se faire sa soirée DVD et rendre ensuite le DVD, ça c'est une habitude que j'avais quand j'étais gamin, que j'ai évidemment perdu puisque il y en a plus de vidéoclub autour de chez moi, mais tu te dis qu'il y a encore, comme le vinyle du côté des musicos, cette envie peut-être de profiter d'un objet, et peut-être que les ventes de DVD, elles continuent en ce moment, parce qu'il y a aussi des belles éditions qui sont proposées, avec des jolis DVD, beaucoup de bonus, des éditions peut-être un peu plus chères, mais un peu plus classieuses aussi, un peu plus prestigieuses. Criterion notamment. Par exemple. Il y en a aussi en France. Il y a tout un marché du collector qui me fait penser, moi, personnellement, au marché du vinyle, où évidemment le vinyle, c'est pas donné, mais t'as un bel objet chez toi aussi, et t'es content d'avoir ce truc et d'avoir dépensé pour cet objet-là, d'un film que tu apprécies,
ou d'un disque que tu apprécies, quoi. Mais le problème, c'est que cet achat-là, il est quand même rare, parce que tu peux pas le faire non plus, tu peux pas acheter un DVD 40 € toutes les semaines, quoi. Et il est devenu plus rare, je suis entièrement d'accord, et il y a beaucoup d'angles sur ce sujet-là. Moi, tu vois, l'objet de collection, je l'ai plus. Je l'avais à une époque, je l'ai plus. Pourtant, mes finances sont meilleures que quand j'étais jeune, que quand j'étais étudiant, et pourtant, j'achète plus de DVD et de Blu-ray, même si je pourrais plus me faire plaisir que quand j'avais 17, 18, 19 ans, quoi. À l'époque, vraiment, je voulais mon film que j'adorais, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que même si je le revois pas tout de suite, je suis content de l'avoir dans ma bibliothèque, dans ma DVD Tech, quoi. Je le fais plus aujourd'hui. Je le fais plus pour 2 raisons. La première, elle a été évoquée dans le chat par Armel, c'est le fait que tu compares un abonnement à une plateforme de streaming qui coûte, aller en arrondissant, un DVD, alors que tu as accès à un nombre incalculable d'œuvres, ça prend quand même beaucoup moins de place chez toi, etc. Bien sûr. Évidemment, rien que pour ça déjà, quoi. Bien Rien entendu. que pour l'aspect c'est le côté Marie Kondo. Exactement, mais c'est bête, mais voilà, c'est un côté très épuré. Non, mais voilà. Je suis venu chez toi, je suis pas d'accord. Ouais, non, mais moi-même, je suis pas d'accord avec moi. Et deuxième chose, il y a ce côté, au-delà de l'aspect financier, de est-ce que j'ai envie de prendre le temps de regarder un film alors que j'ai tellement de choses à ma disposition, de contenus qui me sont envoyés dans la tronche en permanence. Regarde Netflix, il te dit mais il y a One Piece qui sort demain, il y a True Detective, et puis en fait t'as pas vu le dernier film de Fincher, et puis machin, etc. Et tu fais en fait j'ai trop de choses. Il y a plus cette sortie, ça n'existe plus vraiment, tu vois, ce truc un peu, voilà. Au-delà de ça, et le DVD a sauvé des films aussi, il faut le rappeler. Complètement. Le DVD et le Blu-ray, mais plus le DVD, Fight Club, évidemment, est un représentant de ce phénomène. Fight Club a été un énorme four au cinéma. Est devenu culte par la suite parce que il a eu une super vie en DVD, et les gens se sont rués sur le film. Il y a eu un énorme bouche à oreille pour le DVD. Ça aurait pu être un film qui serait resté un peu obscur et qui n'aurait pas marché si le DVD n'avait pas fonctionné non plus, quoi. C'est pas le seul exemple, et aujourd'hui on n'a plus ça, parce que si un film comme par exemple là tu prends la comédie romantique avec Sydney Sweeney, le film a très mal commencé. Heureusement pour lui, le bouche-oreille a bien fonctionné, etc. Donc ensuite, le film a cartonné au cinéma. Mais si ça avait continué sur cette lancée, justement, où le film fait pas du tout de fric au box-office, il serait craché. Personne ne serait allé l'acheter, tu vois, en DVD, parce que plus personne n'achète de DVD. Les plateformes, aujourd'hui, sont tellement frileuses qu'elles ne vont pas prendre un produit qui n'a pas fonctionné ailleurs. Donc en fait, elles le faisaient à une époque, mais elles le font plus aujourd'hui. Donc voilà, ça fonctionne plus. Le DVD avait ce truc de même si ça n'a pas fonctionné, au pire, il va forcément être édité. Et il sera forcément disponible. Alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est la prime à... J'ai l'impression, je sais pas, je me trompe peut-être, mais c'est un peu la prime à la qualité. Et si ça marche pas, t'as pas le droit à l'erreur, et allez, ciao, on passe à autre chose, quoi. C'est très rare. C'est aussi la prime à la nouveauté, hein. On en parle régulièrement quand on parle de Netflix et des plateformes de streaming. C'est un film et un projet chassent l'autre. Et si t'as pas cartonné sur ta semaine de lancement, c'est ciao, quoi. C'est la même chose dans les salles de cinéma, hein. Si tu cartonnes pas tout de suite et qu'il n'y a pas de signe encourageant, tu t'en vas en deuxième semaine, quoi. Donc, mais il y a une problématique aussi sur la pérennité de l'offre aussi, et sur ce qu'on est capable d'avoir en disponible en légal ou pas. C'est-à-dire que, alors moi j'ai trouvé une étude de l'Arcom qui est sortie en 2023 et que je trouve extrêmement parlante sur l'état de la disponibilité de la culture filmique en France. Les chiffres sont extrêmement parlants. Donc ils ont fait un test, en fait ils ont sélectionné un pool de films, de 34 000 films qui sont sortis entre 1950 et 2021. Et ils sont allés voir lesquels sont disponibles dans une offre de VOD en France, lesquels sont disponibles illégalement, et lesquels ne sont pas disponibles. Et il y a plus de films qui sont non disponibles en VOD et sur les sites illégaux que de films qui le sont sur ce pool. Donc on a 46% de ce total qui est non disponible ni chez l'un ni chez l'autre.
43%, donc quasiment pareil, qui est disponible en VOD, donc ça représente 14 500 films. Et on a 11% de ces films qui sont disponibles uniquement sur les sites illégaux. Donc on a une problématique aussi, c'est sur l'accès à cette culture-là, c'est que en fait, il se passe... On fait quoi des 54% qui restent en fait Des 54% qui sont disponibles nulle part. Et alors, parce que là, évidemment, sur le global, évidemment, on s'est mis à produire beaucoup plus à partir des années 70, etc. Mais si tu regardes le taux de disponibilité pour les films qui sont sortis uniquement sur la période des années 50, il n'y en a que 16%. Et versus, évidemment, 80% pour les films qui sont sortis dans les années 2010. Donc, mais même les années 2010, tu te rends compte qu'il y a 20% de ces films-là qui sont disponibles nulle part en VOD. Donc tu te dis, en fait... qu'est-ce qu'on fait? Parce que évidemment, il faut. C'est aussi une question de patrimoine, tout ça. C'est que il faut parce que évidemment, ça revient aussi au côté nouveauté. Évidemment, la nouveauté va être plus regardable, plus bankable, plus tout ce que tu veux sur les plateformes de streaming et sur les plateformes de VOD. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait du patrimoine? Qu'est-ce qu'on fait des 84% des films des années 50 qui ne sont disponibles nulle part? Et ça, d'une manière générale, c'est des choses qui sont plutôt disponibles dans des bibliothèques au format DVD, en fait. Maintenant. Oui, bien sûr. Mais même au-delà de ça, faut même parler de l'aspect hardware et technique, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut même plus forcément lire de DVD facilement chez soi. Les box ne font quasi... Je crois pas qu'il y a de box aujourd'hui. J'en connais pas, perso, mais je suis sûr qu'il y en a. Ouais, mais tu vois, c'est très peu, c'est plus mis en avant. Ça, c'est plus quelque chose qui est mis en avant. Donc aujourd'hui, même si on achète un DVD, il faut aussi, tu vois, avoir du hardware qui suit. Évidemment, c'est pas très compliqué, mais on sent que c'est plus dans la mouvance des choses. Les ordinateurs portables ne proposent plus de lecteur DVD. On n'a plus ces choses-là. Il y a plus. Et j'aimerais aussi faire le parallèle, et je crois qu'on en a parlé un petit peu dans le chat, avec le jeu vidéo. C'est la même chose. Le jeu vidéo propose du dématérialisé tout le temps. Ouais. À une époque, il y a 10 ans à peu près, je crois, c'était en 2014-2015, à l'époque de la Xbox One, Microsoft avait fait un move beaucoup trop en avance par rapport à son époque, c'était de proposer du dématérialisé. Allez, tout le monde était vent debout en disant mais c'est pas normal, Microsoft, vous pouvez pas proposer que du dématérialisé avec votre console, les gens ça marchera jamais, ils vont jamais... Oh là là, vous imaginez des gens un jour qui achètent que du dématérialisé? Oh là là, c'est fou. Non, les gens ne feront jamais ça. Jamais. Fast forward 10 ans plus tard, les gens ne font que ça, ils n'achètent plus de DVD ni de support physique. Et le jeu vidéo est devenu ça. Le jeu vidéo est devenu un produit de consommation dématérialisé totalement. Et encore plus très récemment avec la sortie d'Alan Wake 2, dont je parlais en recommandation il y a quelques temps, qui est sorti exclusivement dématérialisé. Qui pourtant est un gros jeu, ce n'est pas un jeu indépendant, ce n'est pas un petit jeu d'un petit studio, c'est un gros jeu, mais pour des raisons économiques, du studio Remedy et de l'éditeur Epic Games, il a été décidé de ne sortir le jeu qu'en version dématérialisée. C'est un choix qui a fait gueuler évidemment plusieurs joueurs qui justement, et tu l'as dit, veulent préserver un patrimoine vidéoludique, voulaient avoir le jeu en boîte. Et ça pose question. Évidemment, il faut vivre avec son temps et on peut pas se dire tiens, j'aimerais bien revenir au poste à galène. Et évidemment que non, faut aussi accepter que les mouvances technologiques, enfin tout bouge, quoi. C'est normal, c'est logique, on avance en technologie. Mais à quel prix ? Est-ce que ça nous empêche justement de profiter d'une offre qu'on avait techniquement avant et paradoxalement, rappelle-toi aussi ce qu'on disait quand Internet s'est développé au point qu'on a pu télécharger illégalement toutes les œuvres qu'on voulait. On se disait mais c'est génial, c'est l'ouverture à la culture, c'est l'ouverture à tout ça. Ouais, mais en fait, à quel prix aussi? Parce que finalement, il y a des œuvres qu'on ne trouve même pas en illégalité, en téléchargement illégal. Je sais pas, c'est quand même assez intéressant comme... Mais je pense que, en fait, déjà, il y a un certain nombre... Enfin, si tu regardes les petits streamers qui ont des envies très particulières et des lignes éditoriales très particulières, ils vont aller chercher les films un peu anciens, les films de réalisateurs méconnus. C'est évidemment des plateformes qui vont parler qu'à des initiés, qu'à des cinéphiles très pointus, etc. Donc il y a une envie quand même de faire perdurer ce patrimoine, etc. En revanche, et là où je pense que c'est problématique, c'est que
ces initiatives-là, si tu les soutiens pas, en fait, elles vont disparaître. Donc il y a aussi cette problématique-là de comment est-ce qu'on fait. Alors nous, en France, je sais qu'on est très sur la subvention, mais je pense qu'il faudrait quand même essayer de chapeauter un petit peu cette manière de numériser des œuvres qui sont disponibles nulle part. Et si personne veut payer un abonnement pour les acheter, pour les regarder, bah tu les rends disponibles gratuitement, en fait. Enfin, Oui. si c'est pas bankable, et que personne veut les acheter, et que personne veut vendre ses droits, bah tu les rends dispo gratos, en fait. Ouais, ouais. Tu fais en sorte que y ait un droit, on va dire, de domaine public qui rentre, tu vois, genre, à partir de, je sais pas, moi, ça fait 15 ans que cette œuvre, elle a jamais été vendue à un service de VOD, ou je ne sais quoi, que personne l'a acheté, et ben tu l'as fait rentrer dans le domaine public, et puis Ah, c'est une les bonne gens idée. peuvent en profiter, tu vois. Bien sûr. Donc il y a ce truc-là, moi je pense qu'il faut... Moi personnellement je suis attaché évidemment encore à l'objet, je fais attention Pareil. à mes dépenses évidemment, mais il y a aussi le côté, c'est un truc qui a fait beaucoup de mal notamment aux joueurs console, on parlait tout à l'heure du jeu vidéo, le fait de pouvoir prêter un jeu. Ça, on est de moins en moins capable de le faire parce que les gens achètent directement en dématérialisé via internet et ils enregistrent directement le jeu sur leur console. Donc c'est plus possible de prêter un jeu, mais tu peux toujours prêter un DVD, prêter un Blu-ray à quelqu'un. Tu peux aussi le revendre à un revendeur de DVD. Le marché de l'occasion, c'est quelque chose qui est encore relativement important pour le DVD et le Blu-ray. Quand tu vas, je sais pas moi, les équivalents de cash converters de nos jours, ou des gens qui sont un peu spécialisés là-dedans, ça te permet de trouver un petit peu des pépites, entre guillemets, des trucs que tu cherches depuis longtemps. Et Ah, pas ça, cher. c'est quelque chose qui est intéressant. Et moi, j'aime bien regarder ma DVD Tech comme une bibliothèque en me disant, bon, ça, en fait... j'ai envie de regarder, j'ai envie de l'avoir chez moi et de le faire regarder un jour à mon enfant, tu vois, vraiment des choses comme ça. Plutôt que de se dire, mais en fait, si ça se trouve, là, il faut que je regarde Avatar, le dernier maître de l'air, parce qu'en fait, dans 3 mois, Netflix va l'enlever de sa plateforme, parce que ça leur permettra de faire des économies d'impôts, tu vois. C'est exactement ce qui... C'est pas une blague, hein, c'est exactement ce qui s'est passé l'an dernier avec l'incroyable Ivan, avec Willow chez Disney+. On n'est pas certain de ce qui va être encore présent dans le catalogue de Disney+, de Netflix, de Warner Bros, de HBO, de Prime Video, dans 2 ans en fait. Et le fait de leur donner de l'argent ne vous garantit pas l'accès à un catalogue, à une DVD Tech chez vous. Vous avez accès à l'instant T à ce qu'il y a sur leur catalogue. Mais dans 2 ans, quand vous serez plus abonné, vous aurez plus accès à rien. Exactement. Donc c'est aussi ça. Oui, parce que la propriété, voilà, l'achat, vous Ah faites oui. pas d'achat évidemment, vous louez un service. C'est un service, vous achetez pas l'œuvre, hein. Vous louez un service qui vous propose des œuvres et eux ils font ce qu'ils veulent après avec le catalogue. Exactement. J'aimerais terminer sur ce gros sujet parce qu'on en parle depuis un bout de temps avec une réflexion, c'est vrai, qui m'était pas venue, mais c'est un peu le côté émotion de la chose. Une réflexion de Lactique dans le chat qui dit notre DVD Tech raconte un morceau de notre vie. Complètement. Et c'est super intéressant. C'est un peu ce que tu disais évidemment en disant c'est un film que je veux montrer à mon enfant, etc. Mais je l'avais pas vu comme ça et c'est vrai que c'est comme une bibliothèque classique. Ça dit quelque chose de nous. Quand je vais voir quelqu'un, voilà, dans son appartement, dans sa maison, que je regarde, je jette un œil un petit peu. Est-ce qu'il a comme film, est-ce qu'il a comme bouquin. Je dis c'est ce genre de personne. Ok, il aime bien ce genre de film, il aime bien ce genre de bouquin. Je fais c'est intéressant, on va bien s'entendre, tu vois. Ou au contraire, on va pas s'entendre. Et c'est là où tu peux faire des échanges aussi en disant t'as vu, tiens, tu l'as et tout. Même des échanges, même juste de discussion en disant là on parle de ce film là et tout. T'arrives chez quelqu'un qui a une télé, un ordinateur, qui regarde Netflix, tu ne connais pas la personne en fait. Tu sais pas qui est cette personne. Je vais peut-être un peu trop loin, on va pas sortir le violon, mais il y a un côté un peu désincarné, tu le disais tout à l'heure, un peu épuré, on n'a plus grand chose chez soi à part de la déco, quoi. Et un beau vinyle, c'est la même chose. Un beau vinyle, voilà. Ça dit quelque chose de quelqu'un et on voit les goûts de la personne, on voit tout ça, quoi. On va terminer cette discussion avec la réflexion d'Arnaud qui dit « Tant qu'il a Dune, c'est un chic type ». Donc je ne suis pas un chic type, je suis désolé. Je ne serai jamais un chic type. Bon, on va refermer cette grande discussion, mais ça nous tient à cœur, donc on voulait vous en parler. Évidemment, qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires ? Allez-y, on attend et on vous lira, bien entendu.
C'est le moment de parler du radar des sorties. On va faire ça rapido, parce qu'il y a quelques petites choses qui se passent, mais pas non plus des choses incroyables. En salle, un nouveau film Demon Slayer qui s'appelle En route vers l'entraînement des piliers, qui sort le 24 février. J'ai aucune idée de ce qui se passe, de ce que c'est ou quoi que ce soit, mais je vous le dis, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont hyper fans de tout ça. Okay. Voilà pour la sortie salle que je vous ai sélectionnée. En streaming, beaucoup plus de choses comme d'habitude. Constellation sur Apple TV+, ça sort le 21 février. C'est une série avec Noomi Rapace. Le pitch, c'est quand un accident mortel survient à bord de la Station Spatiale Internationale, une astronaute solitaire entreprend le voyage héroïque de retour sur Terre, seulement pour découvrir que des éléments clés de sa vie, y compris sa jeune fille, ont complètement changé. Donc ça, c'est une série science-fiction, notamment avec l'acteur qui joue Michael dans Breaking Bad. Donc je suis assez chaud, honnêtement. Et en général, les séries SF de Apple sont pas trop mal. Donc j'ai eu un retour, on m'a dit que c'était bien au début, et puis après ça s'effondre un peu, quoi. Je reste curieux. Bah oui, bien sûr, moi aussi. J'aurais pas l'occasion de le regarder tout de suite de toute façon, mais voilà, je vous le mentionne. C'est sur Apple TV+. Sur Disney+, on a Star Wars The Bad Batch saison 3 et la saison ultime de cette série d'animation qui suit une équipée de clones de la guerre des clones. Ça sort le 21 février avec 3 premiers épisodes, et puis je crois qu'il doit y avoir 10 ou 12 épisodes avant que ça se termine. Et puis bon... Voilà, le gros morceau de cette semaine, c'est le 22 février sur Netflix, c'est Avatar, le dernier maître de l'air, l'adaptation de la série animée. On vous en parle dès maintenant sur notre chaîne YouTube et notre chaîne Dailymotion. Allez lâcher vos likes et commentaires et abonnements, bien entendu. Formule 1, pilote de leur destin, la saison 6 de la série documentaire sur la Formule 1, arrive sur Netflix le 23 février, et on n'y parlera pas encore du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari, puisque ça c'est la saison prochaine en fait, hein. Mais bon, ça, on verra comment ça se passe chez Netflix. Côté jeux vidéo, 2 jeux à mentionner, un premier qui s'appelle Nightingale, c'est un jeu de survie qui sort en Early Access sur PC le 20 février, c'est un jeu de survie multijoueur orienté player versus environnement, dans un univers un peu steampunk. Assez intéressant. Je vous encourage à aller regarder. Okay. Bundle Tale qui sort sur PC et sur Switch le 21 février. C'est un jeu, c'est un RPG où on va fabriquer plein de choses, etc. Un petit peu à la Stardew Valley, en 2D toute mignonne, dans l'univers de League of Legends. Donc voilà. Pour les amateurs, n'hésitez pas. Voilà pour le radar des sorties. Sympa. Ouais. Sympa, beaucoup de choses. Bah non, mais comme tu l'as dit, oui. La série qui adapte Le Dernier Maître de l'Air, ça va être le gros truc de Netflix cette semaine, évidemment. Allez voir notre vidéo. Oui. Allez, c'est les recos. Adrien, je te file la parole avec True Detective, saison 4. Ouais, True Detective saison 4 qui s'est terminé cette semaine, voilà, alors on enregistre le podcast, je l'ai vu aujourd'hui, le dernier épisode. True Detective saison 4 qui porte le nom de Night Country, qui se déroule en Alaska. Je fais le petit pitch, en gros, la nuit est tombée pour plusieurs semaines en Alaska, et un duo de flics va devoir enquêter sur le meurtre ou pas, en tout cas la mort de plusieurs scientifiques d'une station isolée de l'Alaska qui ont été retrouvés, glacés en pleine pampa, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Les scientifiques ont disparu du jour au lendemain de la station, pourquoi ils se sont retrouvés comme ça, etc. Donc petite enquête, c'est sur 106 épisodes. Évidemment, True Detective est une série d'anthologie, ce qui fait qu'on a des nouveaux personnages, donc, dont le personnage principal est joué par Jodie Foster. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu Jodie Foster à l'écran. Jodie Foster qui bouge pas, elle est toujours super, elle est très... elle est solide, quoi. Enfin, c'est toujours cool de revoir Jodie Foster. Son rôle est plutôt intéressant, d'une flic qui a des problèmes perso, évidemment. Voilà, c'est toujours compliqué quand t'es flic, et qui doit mener cette enquête et en même temps gérer des trucs avec sa fille, des trucs de son passé aussi, des problèmes de son passé. Elle est accompagnée d'une flic qui s'appelle Navarro, qui est elle une autochtone, et en fait elle
elle arrive sur cette enquête parce que la nouvelle enquête est liée à une affaire de meurtre qui date de plusieurs années, qui a jamais été résolue, et donc elle sait qu'il y a un lien entre les deux, et elle veut faire ce lien, elle veut comprendre ce qui s'est passé, voilà, et vraiment de terminer la première enquête avec la disparition des hommes, des scientifiques. Est-ce que c'est une bonne série? Eh bien, c'est sympathique. C'est bien mieux que la saison 2, que la saison 3 de True Detective. La saison 1 est intouchable, hein, quand même. Enfin, la saison 1 est incroyable avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Mais la saison 4 tente des choses. Elle tente un côté plus surnaturel. Il y a un côté vraiment où on essaye justement de faire flipper le spectateur avec un petit peu de jumpscare vite fait. Il y a un côté un peu genre, mais attendez, c'est pas possible ce qui s'est passé là, c'est du fantastique en fait, c'est pas. Voilà. Le problème, c'est que le début est très cool. Ça s'essouffle assez vite, et j'ai vu la fin là tout à l'heure, et j'ai limite eu envie de faire avance rapide parce que quand même. Ouais, j'étais vraiment très déçu. J'étais très déçu de la fin. Je trouve que ça raccroche vite fait les wagons, ça tente des choses. C'est pas si ouf que ça. Et donc, ouais, déception de mon côté. Ça raconte pas grand chose en fait, je trouve. Le truc de True Detective, c'est que pour moi, ça doit raconter quelque chose de l'âme humaine et de ce qu'on vit et de comment on est, etc. Ça raconte pas grand chose. Ça fait des liens avec la saison 1 un peu à la zob, juste pour dire regardez, on ressort en plus, des fois, ces textos, des phrases cultes de la saison 1 qui sont redites. Il y a des noms de persos de la saison 1 qui sont lâchés sans vraiment aucune raison. Un peu bon, pourquoi pas quoi. On sait pas trop pourquoi elle a fait ça, la nouvelle showrunner. Donc petite déception, ouais. Des épisodes inégaux, on dit dans le chat, oui c'est ça. Très inégaux, le début est super, et après vraiment pour moi ça s'effondre, quoi. Donc je recommanderais pas vraiment en fait, je dirais que c'est ok, mais c'est loin d'être une grande série, quoi. Mais c'est mieux que la saison 2 et la saison 3. Ok, ouais. Bon. C'est bon à savoir. Voilà. Donc du coup sur ton classement on a saison 1, saison 4, saison 2, saison 3 ? Ah, saison 3 et 2. La 2 était vraiment pas bien, la 2 était trop rushée, la 3 était bien avec Mahershala Ali. Et la 4 est cool, il y a un côté surnaturel, mais c'est peut-être parce que je viens de la voir, il y a un côté un peu genre j'étais dedans. J'adore The Thing, donc j'aime bien cet aspect un peu. Il y a une ambiance quoi. Par contre, là-dessus, on peut pas nier qu'il y a une ambiance, c'est cool. Le côté il fait nuit tout le temps, c'est super. Comme dans 30 jours de nuit, le super film d'horreur, et c'était 40 jours de nuit, 30 jours de nuit, je sais plus, 30 jours de nuit. Qui est super film d'horreur que tu connais pas, 30 jours de nuit. Non. Tu sais, moi, les films d'horreur, j'en ai très peu regardé. Super film d'horreur avec Josh Hartnett qui est sorti à la fin des années 2000, où c'est adapté d'un comics où en fait ça se passe aussi en Alaska. C'est une petite ville d'Alaska, exactement comme dans la saison 4 de True Detective, où la petite ville en fait va s'enfermer finalement parce qu'en fait ils vont plus pouvoir forcément faire autre chose, et des vampires décident, c'est ultra malin en fait, décident d'investir la ville parce qu'il y a 30 jours de nuit, et donc en fait c'est génial, en fait ils vont pouvoir rester, et le pitch est incroyable, et en fait c'est 30 jours où les humains vont devoir survivre aux attaques et se cacher, et c'est trop bien. Excellent ça. Mais Matt, ce film, limite ça serait ma reco. Ah bah franchement oui, c'était la reco cachée. 30 jours de nuit, c'est la reco cachée du soir, voilà. Et je te laisse. C'est excellent. Alors du coup, du vampire, je te propose de parler, de passer au loup-garou, parce que moi je vous conseille un livre. Oui, on lit des livres de temps en temps dans ce podcast. C'est un livre qui s'appelle Notre-Dame des loups, et qu'on m'a recommandé quand je suis passé dans une convention qui était dédiée à l'imaginaire. Et c'est un bouquin d'Adrien Thomas qui est sorti en 2014, je crois. Très beau prénom. C'est vrai. Alors, des très beaux prénoms et nom de famille, si je peux me permettre. Oui, j'avais pas fait, mais bien sûr, le mec est incroyable. En fait, c'est notre avatar, ce auteur. Il est né un tout petit peu avant nous, mais donc il écrit en 2014 Notre-Dame des loups. C'est un bouquin de fantasy un peu horrifique qui se déroule dans un ouest sauvage enneigé en 1868 dans les États-Unis de cette époque-là, où en fait on suit un peu à la horde du contrevent des chasseurs qui cherchent Notre-Dame des loups. Notre-Dame des loups, en fait, c'est la chef des loups-garous qui contamine un petit peu les États-Unis, et ça fait 10 ans qu'ils la recherchent. Et ils essaient en fait
de faire face à sa horde, donc il les appelle, en fait c'est les Wendigo, mais qui sont en réalité des loups-garous, et qui s'attaquent à eux à chaque fois qu'il fait nuit, et eux les seules armes qu'ils ont contre eux, c'est des armes en argent, et des balles en argent. Et en fait, j'ai vu Underworld. Ouais. Voilà, exactement. Et chaque chapitre, en fait, c'est le point de vue d'un des personnages de cette horde, qu'ils appellent les veneurs. Et donc à chaque fois, ils cheminent difficilement vers Notre-Dame-des-Loups. Et c'est un bouquin qui se lit super vite, qui fait moins de 200 pages, qui est super bien rythmé, qui est très intéressant, qui est assez évidemment vulgaire dans le phrasé, dans la façon de s'exprimer des personnages, donc je recommande pas évidemment aux plus jeunes, mais j'ai trouvé ça hyper passionnant. J'ai beaucoup aimé cette façon d'écrire, et donc c'est vraiment un bouquin qui se tient tout seul, hein. Il n'y a pas de velléité de faire une saga ou quoi que ce soit, et franchement sur 200 pages, moi j'ai été complètement dedans. Donc moi je vous le recommande, ça s'inspire évidemment de toute cette mythologie-là, et donc on a des questions, des réponses à la fin du bouquin, et ça fait plaisir quand même. Ah, c'est bien, c'est rare aujourd'hui. Donc voilà. Mais je veux bien que tu me le prêtes la prochaine fois. Complètement, la prochaine fois qu'on se voit, et c'est bientôt. Oui, tout à fait. Je te le file, je pense que ça te plaira. Carrément. Et très jolie couverture. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, non, j'aime très stylé. Allez aux éditions Mnemos pour les gens que ça intéresserait. Mnemos, Adrien Thomas, Notre-Dame-des-Loups. Exactement. Voilà. La grande librairie. Ouais, c'était Augustin Trapenard pour vous servir. Écoutez, j'espère que cet épisode de Pop News vous aura plu. Nous, on a pris évidemment beaucoup de plaisir à vous l'enregistrer comme chaque semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live sur twitch.tv/P0PNEWS. Oui, on n'a toujours pas le POP, désolé. Et puis, on se donne rendez-vous aussi mercredi prochain pour le podcast et la version vidéo de cette même émission. D'ici là, évidemment, portez-vous bien, considérez le fait de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, de balancer quelques likes, de balancer quelques petites étoiles, bien entendu, c'est comme ça. Je l'ai pas dit en début de podcast, c'est comme ça qu'on va conquérir le monde, bien entendu. Allez, merci à tous, et puis portez-vous bien, à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut.